L'Ouest sauvage n'était pas seulement sauvage, il était impitoyable. Une terre où la justice se réglait au bout d'un revolver, et seuls les plus rapides survivantes. Certains se battaient oubliés pour la loi, d'autres pour la fortune, mais tous étaient mortels. D'un shérif intrépide qui a changé le cours des événements à loquet choral à un hors-la-loi qui abattait des hommes juste pour avoir trop ronflé, voici les tireurs les plus rapides, les plus féroces et les plus redoutés de l'histoire. Préparez-vous à explorer les 20 tireurs les plus meurtriers de l'histoire de l'Ouest sauvage. Numéro 20. Tireur légendaire de l'Ouest sauvage. L'Ouest sauvage était rempli de hors-la-loi et de shérifs, mais peu de noms rivalisent avec Wild Bill Hickok. Plus qu'un simple tireur, il était une légende, célèbre pour sa précision mortelle, son audace et sa vie à enjeux élevés. James Butler Hickok a gagné le surnom de Wild Bill grâce à son travail en tant que shérif, éclaireur et tireur d'élite. Il a combattu pendant la guerre civile et a ensuite patrouillé le Kansas en tant que shérif, où son tir rapide lui a valu d'être à la fois craint et respecté. En 1865, il a cimenté sa réputation en tuant Davis Tutt dans ce qui est considéré comme le premier véritable duel de l'Ouest sauvage, un tir droit au cœur. Dans les années 1870, la vue de Hickok déclinait, et sa chance au poker n'était pas meilleure. Le 2 août 1876, alors qu'il jouait à Deadwood, Dakota du Sud, Jack McCall lui tira dans la nuque. Les cartes dans sa main, 2 as noirs et 2 8 noirs, sont devenues connues sous le nom de main du mort. La légende de Hickok perdure, symbolisant une époque où l'habileté, le courage et la chance dictaient à Tronstedt la survie. Si McCall l'avait affronté de face, l'issue aurait probablement été différente. Mais une chose est certaine, le nom de Wild Bill Hickok ne s'effacera jamais de l'histoire. Numéro 19. Le hors-la-loi rebelle. Billy the Kid, rien qu'à prononcer son nom, évoque des images de saloons poussiéreux, de fusillades à enjeux élevés et d'un jeune hors-la-loi qui refusait de jouer selon les règles. Il n'était pas qu'un autre tireur, il était une légende, un symbole de rébellion dans l'Ouest sauvage. Mais était-il un héros ou juste un tueur à sang-froid ? Les légendes naissent du chaos et peu incarnent l'esprit indompté de l'Ouest sauvage comme Billy the Kid. Voleur, tireur et fugitif, il a vécu vite, combattu durement et est mort jeune, mais son histoire n'a jamais disparu. Plongé dans un monde dur dès son jeune âge, Billy s'est tourné vers le crime à l'adolescence, volant des chevaux et du bétail avant de s'aventurer dans des territoires plus dangereux. À 18 ans, il avait déjà tué un homme prétendument pour un différend dans un saloon, marquant le début de sa réputation infâme. Pendant la guerre du comté de Lincoln, il s'est battu aux côtés des régulateurs, affrontant des shérifs corrompus et des éleveurs impitoyables au Nouveau-Mexique. Ses compétences au tir en ont fait l'une des figures les plus craintes de son époque, mais aucun hors-la-loi ne pouvait fuir la justice éternellement. En 1881, le shérif Pat Garrett le traqua. Billy a échappé une fois à la prison, croyant qu'il était libre, mais Garrett l'a pris en embuscade dans une pièce sombre le 14 juillet, mettant fin à sa vie à seulement 21 ans. Malgré son existence brève, la légende de Billy the Kid n'a fait que croître. Certains l'appellent un hors-la-loi impitoyable, d'autres un jeune mal compris. Quoi qu'il en soit, son nom reste gravé dans l'histoire, prouvant que parfois, les vies les plus courtes laissent devant les échos les plus puissants. Numéro 18. Le shérif qui n'a jamais reculé. Billy the Kid était-il un hors-la-loi impitoyable ou juste un jeune imprudent pris dans le chaos de l'Ouest sauvage ? Certains le voyaient comme un infantient, comme un tueur à sang-froid, d'autres comme une victime des circonstances. Mais une chose est certaine, vous ne vouliez pas l'affronter dans un duel. Il a passé ses premières années à errer de ville en ville, travaillant comme tout, d'attelage de diligence à chasseur de bisons, mais c'est son temps en tant que shérif qui a fait de lui une légende. Il portait l'étoile dans certaines des villes les plus difficiles de l'Ouest, y compris Dodge City, où il a acquis une réputation d'intrépidité et de rapidité au tir. Son moment le plus célèbre ? Le duel à l'Hockey Corral. Le 26 octobre 1881, à Tombstone, en Arizona, Wyatt, avec ses frères Virgil et Morgan et leur ami Doc Holliday, affronta le gang Clanton McClory. En seulement 30 secondes, la fusillade laissa 3 hors-la-loi morts. Wyatt s'en sortit sans une égratignure, solidifiant sa réputation en tant que l'un des shérifs les plus mortels de l'histoire. Mais la vengeance était inévitable. Après l'assassinat de son frère, Morgan Wyatt lança une chasse implacable, éliminant quiconque se trouvait sur son chemin. Sa célèbre Vendetta Ride n'était pas qu'une légende, c'était une réalité mortelle. Contrairement à la plupart des tireurs, Wyatt Earp vécut jusqu'à un âge avancé,
mourant paisiblement en 1929. Sa légende perdure, suscitant le débat. Était-il un héros ou juste un autre hors-la-loi avec une étoile ? Une chose est certaine, ce n'était pas un homme à croiser. Numéro 17, le hors-la-loi le plus meurtrier. S'il y avait un tireur dans l'Ouest sauvage qui méritait vraiment le titre de plus meurtrier, c'était John Wesley Hardin. Contrairement à certains hors-la-loi qui tuaient par nécessité, Hardin semblait s'épanouir dans la violence. Au moment où il fut capturé, il avait accumulé un nombre de victimes qui rendait même le shérif le plus aguerri nerveux. Né en 1853 au Texas, Hardin a commencé jeune, très jeune. Il a tué son premier homme à seulement 15 ans, donnant le ton au reste de sa vie. À partir de ce moment, il était constamment en fuite, esquivant la loi tout en laissant derrière lui une traînée de corps. Certains disent qu'il a tué plus de 40 hommes, et selon Hardin lui-même, un l'était pour avoir trop ronflé. Mais ses plus grands ennemis n'étaient pas seulement des hors-la-loi rivaux, mais les Texas Rangers. Peu importe où ils couraient, ils étaient toujours sur ses talons. Après des années de fusillades, de jeux d'argent et de vie de hors-la-loi, les Rangers finirent par le rattraper en Floride en 1877. Au lieu d'être pendu, Hardin reçut une peine de 25 ans de prison. La prison adoucit John Wesley Hardin. Il étudia le droit et devint avocat après sa libération en 1894. Mais le passé le rattrapa. Et en 1895, il fut abattu dans un saloon d'El Paso. Son nom résonne encore dans l'histoire de l'Ouest sauvage. Était-il un génie du tir ou juste un homme avec un tempérament mortel ? Quoi qu'il en soit, la rapidité ne signifiait pas toujours survie. Numéro 16. Le tueur à gages. Tom Horn n'était pas qu'un tireur. Il était un assassin à gages, résolvant des problèmes avec une balle. Que ce soit en tant qu'éclaireur, shérif ou mercenaire, une chose était certaine. Si Horn s'attaquait à vous, la survie était peu probable. Né en 1860, il a commencé jeune, travaillant comme éclaireur pour l'armée américaine. Il a aidé à traquer Geronimo et d'autres guerriers apaches, prouvant qu'il était un maître pisteur au tir mortel. Mais à mesure que l'Ouest changeait, son travail aussi. De grands éleveurs de bétail l'engageaient pour éliminer les voleurs de bétail, sans poser de questions. La méthode de Horn était froide et efficace. Il traquait ses cibles, frappait de loin et disparaissait sans laisser de traces. Bien que les shérifs le soupçonnent, ils manquèrent de preuves, jusqu'à ce qu'un travail change tout. Horn était-il un tueur impitoyable ou un pion dans un jeu plus vaste ? Son héritage en tant que l'une des figures les plus meurtrières de l'Ouest sauvage reste indéniable. Numéro 15. Le hors-la-loi le plus sauvage. James Wild Bill l'Anglais était le canon lâché de l'Ouest sauvage. Tempérament court, mortel, et laissant toujours une traînée de chaos. L'Anglais n'était pas qu'un tireur, il était une menace pure, semant le chaos partout où il allait. Né au Texas en 1851, l'Anglais a grandi durant les années sans loi qui ont suivi la guerre civile, une époque où le revolver parlait souvent plus fort que les mots. À 16 ans, il avait déjà des ennuis, traînant avec des gangs de hors-la-loi et tuant son premier homme. Certains disent donc qu'il a abattu au moins 32 personnes, souvent de sang-froid, faisant de lui l'un des hommes les plus dangereux de son époque. James Wild Bill l'Anglais n'était pas qu'un tireur, c'était un tueur qui prenait plaisir à tuer, abattant des hommes désarmés pour prouver un point. Sa réputation impitoyable rendait même les criminels aguerris méfiants. Après des années de fuite, sa chance s'est épuisée en 1877. Capturé et condamné à mort, il a rencontré sa fin en 1878 à Giddings au Texas. L'Anglais a vécu vite, tué souvent, et a cimenté sa place en tant que l'un des hors-la-loi les plus meurtriers de l'Ouest sauvage. Sauvage jusqu'à la fin. Numéro 14. L'assassin souriant. La plupart des tireurs de l'Ouest sauvage avaient la réputation d'être bruyants, imprudents ou colériques. Mais Jim Killer Miller était différent. Froid, calculateur, et toujours avec un sourire, Miller était l'un des tueurs à gages les plus mortels de son époque, lui valant le surnom glaçant de l'assassin souriant. Né en 1861 en Arkansas, les premières années de Miller furent difficiles. Orphelin à l'âge de 8 ans, il commet son premier meurtre connu à 17 ans, tuant apparemment ses propres grands-parents. Il évita la prison et à partir de là, sa vie criminelle ne fit qu'escalader. Contrairement à la plupart des tireurs de l'Ouest sauvage, Miller évitait les bagarres et les duels. Tueur à gages impitoyable, il s'habillait en noir, tendait des embuscades à ses cibles avec un fusil à pompe et ne se battait jamais de manière équitable.
Sa réputation attirait des clients puissants, éleveurs et politiciens désireux d'éliminer des ennemis. Mais même les assassins mortels font des erreurs. En 1909, arrêté pour avoir tué un ancien maréchal américain, Miller n'a jamais été jugé. Une foule à Ada, Oklahoma, l'a traîné hors de prison et l'a pendu dans une grange. Sourire jusqu'à la fin, il a simplement dit « Laissez-la Ripper ». Jim Miller n'était pas votre hors-la-loi typique. C'était un tueur à sang-froid qui traitait le meurtre comme une affaire. Numéro 13. Le tireur imprévisible. Clay Allison était tout simplement imprévisible. Une minute, il était charmant et riait avec des amis, et la minute suivante, il dégainait son arme et abattait quelqu'un sans hésitation. Certains l'appelaient Antebon tireur, d'autres psychopathe, mais une chose est sûre, vous ne vouliez pas croiser Clay Allison. Allison a combattu pour la Confédération pendant la guerre civile, mais une blessure a abrégé son temps. Certains disant qu'il a subi une blessure à la tête qui l'a rendu encore plus instable. Après la guerre, il a dérivé vers le Texas, où il a rapidement acquis une réputation de violence, d'impulsivité et d'une étonnante habileté avec une arme. Clay Allison n'était pas dans le coup pour l'argent. Il s'épanouissait dans le chaos. Une fois, il a traîné un homme dans les rues par le cou et aurait même exhibé une tête décapitée. Sa marque de justice faisait réfléchir la plupart des hommes à 2 fois avant de le croiser. Plus tard, il a essayé de se ranger en tant qu'éleveur, se mariant et laissant la violence derrière lui. Mais le destin avait d'autres plans. En 1887, il mourut après être tombé d'une charrette et s'être cassé le cou. Un tueur avec une conscience, un gentleman avec un tempérament terrifiant, la légende d'Allison reste aussi sauvage que l'Ouest lui-même. Numéro 12. Le tireur Gambler. Ben Thompson n'était pas qu'un tireur. C'était un joueur à enjeu élevé, un exécuteur redouté et un homme qui ne reculait jamais devant un combat. Que ce soit en distribuant des cartes ou en réglant des comptes avec un revolver, Thompson vivait sa vie sur le fil du rasoir et, plus souvent qu'autrement, il était le dernier homme debout. Né en Angleterre, la famille de Thompson a déménagé au Texas quand il était jeune. À l'adolescence, il avait déjà des ennuis. Il a combattu pour la Confédération pendant la guerre civile, mais une fois la guerre terminée, il s'est tourné vers un autre type de bataille. Une bataille livrée dans les saloons et dans les rues poussiéreuses d'Oakland de l'Ouest sauvage. Thompson avait la réputation d'être un tireur mortel, mais contrairement à de nombreux hors-la-loi, il n'était pas un tueur à sang-froid. Il préférait les combats équitables et n'a jamais tiré un homme dans le dos. Cela ne signifie pas qu'il n'était pas dangereux. Lorsque des problèmes le trouvaient, il les réglait avec des balles. Il a travaillé comme tueur à gages, shérif et même garde du corps, marchant toujours sur la ligne fine entre la justice et la vie de hors-la-loi. Mais l'Ouest sauvage a une façon de rattraper même les tireurs les plus rapides. En 1884, Thompson entra dans le théâtre de vaudeville à San Antonio, pensant être parmi des amis. Au lieu de cela, il fut pris en embuscade et abattu, prouvant que même les tireurs les plus mortels ne peuvent pas esquiver le destin éternellement. Ben Thompson a vécu par l'arme et est mort par elle, mais sa légende persiste dans les récits de l'Ouest sauvage. C'était un joueur, un combattant et un tireur redouté. À la table de poker, la chance comptait, mais son as était généralement en plomb. Numéro 11. Le hors-la-loi devenu shérif. Kingfisher était le genre de gars qui pouvait passer d'hors-la-loi à shérif comme on retourne une pièce de monnaie. Un moment, il courait avec des bandits, et le suivant, il faisait respecter la loi. Mais peu importe de quel côté il était, une chose ne changeait jamais. Il était l'un des tireurs les plus meurtriers que l'Ouest sauvage ait jamais connu. Fisher a goûté aux ennuis dès son jeune âge. À la fin de son adolescence, il avait rejoint un gang de voleurs de bétail, volant du bétail et se lançant dans des fusillades le long de la frontière mexicaine. Mais contrairement à la plupart des hors-la-loi, Fisher avait du style. Il était connu pour porter des vêtements flashy et brodés et pour utiliser des revolvers à poignée en nacre. Il n'était pas seulement dangereux, il était dangereux avec un sens de la mode. Malgré son passé de hors-la-loi, Fisher est finalement devenu shérif. Dans les années 1870, il fut nommé shérif dans le comté d'Uvalde, au Texas, où il appliquait la loi à sa manière, rapidement, brutalement et sans aucune hésitation. Si quelqu'un causait des problèmes, Fisher ne perdait pas de temps à discuter. Il laissait ses armes parler à sa place. Mais même les tireurs les plus rapides rencontrent leur égal. En 1884, Fisher fut pris en embuscade avec le tireur Ben Thompson dans un théâtre de San Antonio.
En infériorité numérique et pris au dépourvu, il fut abattu avant même de pouvoir dégainer son arme. Kingfisher a vécu vite et est mort durement, gagnant une réputation de tireur impitoyable et imprévisible. Hors la loi ou shérif, ami ou ennemi, le croiser signifiait des ennuis. Préparez-vous pour le sujet mystique d'aujourd'hui. Les tireurs les plus meurtriers de l'histoire de l'Ouest sauvage n'étaient pas seulement des hors-la-loi, ils étaient des cauchemars ambulants. Regardez cette bande étrange de tueurs impitoyables, leurs visages marqués et leurs yeux froids et morts racontant des histoires de duels innombrables. Qui étaient-ils ? Qu'est-ce qui les rendait si redoutés que même les shérifs n'osaient pas croiser leur chemin ? Certains disent qu'ils étaient plus que des hommes. Ils étaient comme des légendes forgées dans le sang. Mais combien de leur histoire est vraie ? Partagez vos pensées ci-dessous et n'oubliez pas de mentionner le hashtag MysticTopic. Numéro 10. Le policier intrépide. Était Dallas Staudenmayer un policier ou une équipe de destruction à lui seul ? Tempérament chaud, d'une précision mortelle et toujours prêt à se battre, il a nettoyé El Paso, Texas, un duel à la fois. Staudenmayer était un natif du Texas qui a combattu pour la Confédération pendant la guerre civile. Par la suite, il a dérivé à travers divers emplois dans l'application de la loi avant d'obtenir le rôle de maréchal de la ville à El Paso en 1881. À l'époque, El Paso était un désordre sans loi, dirigé par des criminels et des fonctionnaires corrompus. Mais cela a changé rapidement avec l'arrivée de Staudenmayer, car il ne jouait pas selon les règles. 3 jours seulement après avoir commencé son nouveau travail, il a été pris dans la célèbre fusillade où 4 hommes sont morts en 5 secondes. En quelques instants, il a abattu 3 hommes avec ses revolvers Colt jumelés, s'établissant comme un policier avec qui personne ne voulait s'en prendre. À partir de ce moment-là, les criminels d'El Paso avaient 2 options. Quitter la ville ou finir dans une boîte en bois. Intrépide mais controversé, Dallas Staudenmayer s'est fait de nombreux ennemis. En 1882, embusqué après un différend, il a été abattu, mais pas avant d'avoir blessé son agresseur. Bien que moins connu, il était l'un des policiers les plus mortels de la frontière. Quand il dégainait, le combat était déjà terminé. Numéro 9. Le joueur avec un pistolet. Était Luke Short un tireur ou un joueur à enjeux élevés ? Il jouait ses cartes aussi habilement qu'il manœuvrait un revolver. Contrairement au hors-la-loi imprudent de l'Ouest sauvage, Short était calme, calculé et mortel lorsqu'il était poussé. Il ne cherchait pas les ennuis, mais quand il le trouvait, il réglait les choses rapidement. Né en 1854, Short a commencé comme chasseur de bisons avant de dériver dans le monde du jeu. Il s'est fait un nom à Dodge City et à Tombstone, côtoyant des légendes comme Wyatt Earp et Bat Masterson. Mais ne vous y trompez pas, Short n'était pas qu'un autre joueur de poker. Il avait la réputation d'être rapide comme l'éclair avec un pistolet, et il l'a prouvé plus d'une fois. Son affrontement le plus célèbre a eu lieu en 1881 contre Jim Courtright, un ancien policier devenu racketteur qui a essayé de faire chanter Short pour obtenir de l'argent de protection. Short n'a pas accepté. Lorsque Courtright a atteint son pistolet, Short était plus rapide, tirant une balle droit dans le cœur de son adversaire avant qu'il ne puisse même tirer. Le combat était terminé en quelques secondes et Short s'est éloigné indemne. Luke Short était-il un tireur ou un homme d'affaires ? Préférant les saloons et le jeu au chaos, il a maintenu la paix et a vécu selon ses propres termes. Contrairement à beaucoup, il est mort naturellement en 1893, prouvant que dans le Far West, l'habileté comptait autant que la vitesse. Numéro 8. Le dentiste mortel Doc Holliday n'était pas votre tireur typique du Far West. Il a commencé comme dentiste, mais lorsque le destin l'a poussé vers une vie de jeu, de fusillade et de hors-la-loi, il est devenu l'un des tireurs les plus redoutés et fascinants de l'histoire. Né en 1851 en Géorgie, John Henry Doc Holliday avait un avenir prometteur en tant que dentiste. Mais après avoir été diagnostiqué avec la tuberculose, il savait qu'il n'aurait pas une longue vie, alors il a décidé de vivre selon ses propres termes. Il a déménagé à l'ouest où il s'est mis au jeu et a rapidement construit une réputation d'homme qui n'hésitait pas à se battre. Ce qui a vraiment cimenté sa légende, c'est son amitié avec Wyatt Earp. Lorsque Earp avait besoin de soutien à Tombstone, Doc était juste là avec lui, menant à la fameuse fusillade à Lockey Corral en 1881. En seulement 30 secondes, Holliday, Earp et leur équipe ont abattu 3 membres du gang Clanton-McClory. Doc, malgré sa maladie et son infériorité numérique, s'est battu comme un homme n'ayant rien à perdre, car il n'en avait rien à perdre. Le véritable ennemi de Doc Holliday n'était pas les balles, c'était la tuberculose. En 1887, elle l'a emporté à 36 ans, ses derniers mots. C'est drôle.
Un combattant intrépide et un ami fidèle, il a vécu vite, prouvant que les hommes les plus mortels n'ont plus rien à perdre. Numéro 7. Le tireur qui s'est éloigné. Bat Masterson n'était pas qu'un autre tireur impulsif. C'était un homme qui a joué le jeu de l'Ouest sauvage et a réussi à vivre pour raconter l'histoire. Passant de chasseur de bisons à policier, de joueur à journaliste, la vie de Masterson était tout sauf ordinaire. Né en 1853, Masterson s'est d'abord fait un nom en chassant des bisons avant de pénétrer dans le monde de l'application de la loi. En tant que shérif et maréchal des États-Unis, il a patrouillé les rues difficiles de Dodge City, Kansas, aux côtés de légendes comme Wyatt Earp. Il n'était pas le genre de policier qui perdait du temps à parler. Quand les ennuis commençaient, il les terminait avec un pistolet. Son tir rapide et son esprit aiguisé lui ont valu le respect, et ses ennemis ont appris à leurs dépens que le sous-estimer était une erreur. L'un de ses duels les plus célèbres a eu lieu en 1876, lorsqu'il s'est engagé dans une lutte mortelle avec le sergent Melvin King pour une femme. King a tiré sur Masterson au bassin, mais cela n'a pas suffi à l'abattre. Malgré sa blessure, Bat a riposté, abattant King d'une balle fatale. Ce duel lui a laissé une claudication. Et il a porté une canne pour le reste de sa vie, un rappel que même les meilleurs tireurs ne s'en sortent pas toujours indemnes. Mais contrairement à la plupart de ses pairs, Masterson n'est pas mort dans un déluge de balles. Au lieu de cela, il a quitté le Far West et a déménagé à New York, où il est devenu rédacteur sportif et a même lié amitié avec le président Theodore Roosevelt. Il a passé ses dernières années à écrire sur la boxe plutôt qu'à se battre dans les rues, s'éteignant paisiblement à son bureau en 1921. Numéro 6. Le chasseur de hors-la-loi. Pat Garrett était l'homme qui a abattu l'un des hors-la-loi les plus infâmes du Far West, Billy the Kid. Un policier avec une main stable et un esprit aiguisé, l'histoire de Garrett était remplie de duels à enjeux élevés, d'ambitions politiques et d'une fin mystérieuse qui suscite encore des questions aujourd'hui. Né en 1850 en Alabama, Garrett a dérivé vers l'ouest, finissant par atterrir au Nouveau-Mexique. Il a travaillé comme chasseur de bisons avant de devenir shérif du comté de Lincoln en 1880, un emploi qu'il a mis sur une trajectoire de collision avec Billy the Kid. Les deux avaient autrefois été amis, mais lorsque Garrett a revêtu l'insigne, cette amitié s'est transformée en une rivalité mortelle. Après avoir capturé Billy en décembre 1880, Garrett pensait que la chasse était terminée, mais le Kid s'est échappé de prison, tuant 2 adjoints. Au passage, Garrett n'allait pas le laisser s'échapper 2 fois. Le 14 juillet 1881, il a traqué Billy jusqu'à Fort Sumner et l'a abattu dans une pièce sombre, cimentant son héritage en tant qu'homme qui a mis fin à la légende de Billy the Kid. Mais la vie après Billy n'était pas aussi glamour que Garrett l'avait espéré. Il a eu des difficultés en politique, s'est fait des ennemis et est tombé dans l'endettement. En 1908, il a été mystérieusement abattu près de Las Cruces, Nouveau-Mexique. Certains disent que c'était à cause de dettes impayées, d'autres croient que c'était un assassinat politique. La vérité, elle est morte avec lui. Pat Garrett était un policier, un tireur et l'homme qui a abattu le hors-la-loi le plus célèbre de l'Ouest. Mais à la fin, même le chasseur n'a pas pu échapper aux dangers du Far West. Numéro 5. Le hors-la-loi qui ne voulait pas abandonner. Était Bill Doolin juste un tireur ? Non, il était le cerveau derrière l'un des gangs de hors-la-loi les plus redoutés du Far West. Tireur habile et expert en évasion, Doolin a construit sa réputation en volant des banques, des trains et même des policiers, parvenant toujours à rester un pas devant la corde. Né en Arkansas en 1858, Doolin a commencé comme cow-boy avant de dériver vers le crime. Il a goûté à la vie de hors-la-loi en montant avec l'infâme Dalton Gang, mais après leur désastreux raid à Coffeyville en 1892, Doolin a décidé de former sa propre équipe. Le Wild Bunch, parfois appelé le Doolin-Dalton Gang, est né, et ils n'ont pas perdu de temps pour se faire un nom. Doolin et sa bande ont terrorisé l'Oklahoma, réalisant des braquages audacieux et affrontant les maréchaux américains. L'un de leurs duels les plus fous a eu lieu en 1893 lors de la bataille d'Ingalls, où les policiers ont tendu une embuscade aux gangs dans une petite ville de l'Oklahoma. Les balles volaient, des maréchaux étaient tués, mais Doolin a réussi à s'échapper, prouvant une fois de plus qu'il était presque impossible à attraper. Mais aucun hors-la-loi ne peut échapper à la loi éternellement. Après des années de fuite, Doolin a finalement été traqué en 1896 par le légendaire policier Heck Thomas. Lorsque Thomas lui a ordonné de se rendre, Doolin a refusé et dans une pluie de balles, son règne a pris fin dans le Sanche.
L'héritage de Bill Doolin est celui des évasions audacieuses, des vols impitoyables et des duels légendaires. Mais dans le vieux Ouest, même les hors-la-loi les plus astucieux manquent parfois de chance. Numéro 4. Le bandit qui a frappé fort Sam Bass était l'un des voleurs les plus notoires. Joueur et hors-la-loi, il a réalisé l'un des plus grands vols de train de l'histoire avant que sa chance ne s'épuise. Né dans l'Indiana en 1851, Bass s'est dirigé vers l'Ouest à la recherche d'aventures. Après avoir essayé l'élevage et le transport, il a trouvé sa véritable vocation, le crime. En 1877, lui et sa bande ont volé un train de l'Union Pacifique dans le Nebraska, s'échappant avec 60 000 $ en or. Le vol massif a fait de lui un homme recherché du jour au lendemain. Au lieu de se cacher, Bass a continué à voler des banques et des diligences, principalement au Texas, mais les Texas Rangers étaient implacables. En juillet 1878, ils l'ont traqué à Round Rock, Texas. Lors d'une fusillade de Toyeux, Bass a été mortellement blessé. Il s'est échappé mais a été retrouvé le lendemain à peine en vie. Le jour de ses 27 ans, il a rendu son dernier souffle. Sam Bass a vécu vite et est mort jeune, prouvant que même le plus gros gain ne pouvait pas acheter la liberté pour toujours. Son histoire est devenue légendaire, immortalisée dans des chansons et des récits qui ont gardé son nom vivant longtemps après sa dernière chevauchée. Numéro 3. L'homme qui a surpassé l'Ouest était Butch Cassidy, un hors-la-loi impitoyable ou un génie criminel. En tant que cerveau derrière le Wild Bunch, l'un des gangs les plus infâmes de l'Ouest, il a réalisé des braquages audacieux avec charme et ruse, restant toujours un pas devant la loi. Mais son plus grand mystère n'est pas ses crimes, c'est ce qui lui est réellement arrivé à la fin. Né Robert Leroy Parker en 1866 en Utah, Butch Cassidy a commencé comme ouvrier agricole avant de se tourner vers le crime. Dans les années 1890, il dirigeait le Wild Bunch, un gang notoire pour avoir volé des banques, des trains et des salaires avec précision. Contrairement à la plupart des hors-la-loi, Cassidy était un stratège, planifiant les braquages méticuleusement et minimisant la violence. Sa série de vols la plus célèbre a eu lieu entre 1896 et 1901, lorsque le Wild Bunch a réalisé certains des plus grands braquages de banques et de trains de l'histoire. Les policiers, y compris l'agence de détective Pinkerton, étaient constamment sur ses traces, mais Cassidy avait un talent pour s'échapper juste à temps. En 1901, la loi se rapprochait, forçant Cassidy et le Sundance Kid à fuir en Amérique du Sud. Leur destin reste un mystère. Certains disent qu'ils sont morts dans une fusillade bolivienne en 1908, tandis que d'autres croient que Cassidy a simulé sa mort et est revenu discrètement aux États-Unis. Butch Cassidy était plus qu'un simple hors-la-loi. C'était une légende. Numéro 2. Le hors-la-loi qui a disparu. Le Sundance Kid était-il juste le bras droit de Butch Cassidy, ou était-il un tireur mortel ou un maître voleur ? Rapide avec un revolver et encore plus rapide à disparaître, il a laissé derrière lui une légende qui intrigue encore les historiens aujourd'hui. Né Harry Alonzo Longabo en 1867, le Sundance Kid a gagné son surnom après avoir purgé une peine à Sundance, Wyoming, pour avoir volé un cheval. Après sa libération, il a dérivé vers une vie de crime, volant des banques, des trains et des salaires aux côtés de certains des hors-la-loi les plus infâmes de l'époque. Mais ce n'est qu'en s'associant à Butch Cassidy et en rejoignant le Wild Bunch que son nom est devenu véritablement redouté. Contrairement aux tireurs imprudents de l'Ouest, Sundance était connu pour être intelligent, calculé et incroyablement habile avec un revolver. Lui et Cassidy ont réalisé une série de braquages très médiatisés à la fin des années 1890, déjouant constamment les policiers, y compris l'implacable agence de détective Pinkerton. Lorsque la pression est devenue trop intense, ils ont fait un mouvement audacieux, fuyant en Amérique du Sud en 1901. Et c'est là que le mystère commence. Certains disent que le Sundance Kid est mort dans une fusillade bolivienne en 1908. D'autres croient qu'il a simulé sa mort et a disparu. Numéro 1. La reine des bandits. Contrairement à la plupart des tireurs, Belle Starr était l'une des rares femmes commençant à se faire un nom dans le monde indompté du vieux Ouest. Une rebelle, une hors-la-loi et une mastermind, derrière certains des crimes les plus notoires de son époque, elle a gagné le surnom de Reine des bandits. Belle Starr, née en 1848 dans le Missouri sous le nom de Myra Mabel Shirley, a grandi pendant le chaos de la guerre civile,
où elle a développé des liens avec des guérilleros confédérés et des hors-la-loi. Après la guerre, elle a traîné avec des criminels infâmes comme Jesse James et le gang Younger, épousant finalement le hors-la-loi Sam Starr. Ensemble, ils ont transformé leur maison en un refuge pour fugitifs, faisant passer des chevaux volés et esquivant la loi à chaque tournant jusqu'à la mort de Belle en 1889. Belle ne se contentait pas de participer à des crimes, elle excellait dans ce domaine. Avec un esprit vif, une visée mortelle et un flair pour le velours et la dentelle, elle commandait le respect dans un monde d'hommes. Son règne s'est terminé en 1883 lorsqu'elle a été condamnée pour vol de chevaux, faisant d'elle l'une des premières femmes emprisonnées pour un crime majeur dans le Vieux Ouest. La vie de Belle Starr s'est terminée dans le mystère en 1889, juste avant son 41e anniversaire. Elle a été abattue dans le dos alors qu'elle montait à cheval dans l'Oklahoma. Son assassin n'a jamais été identifié. Plus qu'une hors-la-loi, Belle était une légende, une femme qui a défié les règles dans un monde qui cherchait à l'apprivoiser. Et voilà, quel tireur pensez-vous était le plus mortel? Et qui ne voudriez-vous jamais affronter dans un duel? Partagez vos pensées dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de cliquer sur la cloche.